C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Une revue de l'année dans les actualités queer. Muse, un spectacle circassien sur les réalités des identités et expressions de genre. Et puis des suggestions de cadeaux pour Noël, pourquoi pas de la BD queer. Et on va parler de la parentalité dans nos communautés, dans la musique, à la chronique Arc-en-ciel musical. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où la parentalité queer, comme les licornes woke, ne fait peur à personne. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, salut tout le monde. Avant de commencer, permettez-moi de revenir sur un sujet de la semaine dernière. À la chronique J'ai mon voyage, on a parlé des Bermudes comme étant un pays hostile aux personnes de nos communautés. Ben, imaginez-vous donc que quelques jours plus tard, une haute cour de la Barbade a annulé les lois de l'époque coloniale qui criminalisaient les relations sexuelles entre homosexuels, devenant ainsi la troisième nation de la région très conservatrice des Caraïbes à le faire cette année. La décision donc rendue par la Haute Cour de la Barbade est un moment décisif pour les militants et les organisations en but non lucratif qui se battent depuis longtemps contre ces lois sur l'île des Caraïbes orientales, notamment celle qui prévoit une peine pouvant aller jusqu'à la perpétuité pour les personnes, pour les homosexuels reconnus coupables de relations sexuelles. Quand même. Alors, les choses évoluent. Beaucoup dans nos communautés, dans notre monde. Alors, c'est bien de faire le point là-dessus, surtout que pas longtemps après, c'est pas la chronique qui a changé, qui a changé les choses en Barbade, mais c'est bon de le savoir. En Bermude, pardon, c'est bon de le savoir. Alors, tout de suite, on va à notre première revue de l'année des actualités qui nous touchent. Et moi, je trouve que ça s'imposait à la lumière de beaucoup d'événements. Moi, je retiens là, l'attaque contre le Club Q aux États-Unis qui a fait 4 morts. Puis, j'ai beau être journaliste, je vois pas ni ne lis nécessairement tout ce qui se passe dans les médias. Fait que j'ai pensé inviter un gars qui, lui, il a le nez dedans, tous les jours. Peut-être même certaines nuits, comme les veilles de l'impression. C'est le rédacteur en chef du magazine Fugue, Yves Lafontaine. Salut, Yves. Bonjour, Denis Martin. Bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. On commence, d'abord, on demande toujours ça aux gens qu'on reçoit. Quels pronoms et quels accords on utilise avec toi? Lui. Lui. Alors, quel était selon toi l'événement le plus marquant de nos communautés pour 2022? C'est une question difficile à répondre. J'ai fait exprès pour la poser aussi. Oui. Tout simplement parce que ça dépend pour qui. Ouais. C'est certain que si on regarde localement, ou à l'international, il y a des événements qui ont touché différentes portions de la communauté. Allons avec peut-être commençons par chez nous, au Québec, au Canada. Qu'est-ce qui c'est qui fait C'est certain que l'annulation du défilé à la dernière minute a sans doute et marque encore les esprits. Là. Ouais. Je pense que personne n'aurait pu prévoir qu'on annule un défilé sur lequel une équipe travaille pendant 1 an. Oui, c'est ça. D'autant plus qu'une grande partie des gens, même au sein de Fierté Montréal, l'ont appris le matin même. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un événement marquant et ça a aussi marqué beaucoup de choses parce que beaucoup d'organismes ont regardé le rapport qui a été fait par Philippe Schnob et se sont dit « Oh, boy, on n'est pas mieux qu'eux autres. » Parce que c'était facile de pointer le doigt au départ, puis après ça, ça fait peur. Oui, puis on s'aperçoit qu'une erreur humaine peut avoir des conséquences très, très grandes, surtout à l'heure des réseaux sociaux où on annonce quelque chose et c'est très difficile de revenir en arrière. Ah oui, puis après ça, les attaques viennent en règle. Ça, on va passer outre. Est-ce qu'au niveau international, est-ce qu'on peut parler de la fusillade Q comme étant un événement marquant cette année? Ah, c'est certain. Je veux dire, tout attentat a eu... Mais ce n'est pas le seul attentat. Il y en a eu plusieurs, c'est vrai. Plusieurs. C'est celui qui a peut-être marqué le plus les esprits ici. Là. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est à côté. C'était pas la première fois aussi que ça arrive dans un bar. On a juste à se souvenir ce qui s'était passé à Orlando il y a à peine 10 ans, là. Ça nous rappelle que nos droits sont vraiment fragiles par moment. Bien, ça montre que toute
présence et visibilité LGBT dérange. Ouais. Ce qui est aussi dérangeant, au-delà du drame, parce qu'il y a eu des pertes de vie, il y a eu des gens qui ont perdu aussi leurs amis, leurs familles. Il y a eu cinq décès, il y a eu plus d'une vingtaine de blessés. Mais au-delà de ça, ce qu'on comprend maintenant, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, mais le lendemain de l'arrestation du présumé Oui. tueur, on l'a identifié comme non-binaire. Ouais. Et là, on comprend que c'est une stratégie des avocats, que c'était même pas une réalité, ça. Un peu comme pour discréditer toute la question de la non-binarité à cette étape-ci, mais aussi ça démontre une homophobie très grande au sein même de la société. Oui, ben c'est un peu pour discuter l'aspect homophobe du crime. Ouais. Et puis, de toute façon, maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, on va se le dire, on vit à l'heure des complots. En fait, il y a des complots, ça existe, on appelle du complotisme, ça va plus loin que le complot, parce que le complot, on s'entend qu'il y en a eu, puis il y en a encore, mais ça, c'est autre chose dont on... Ouais. Là, on peut parler de la construction, de la collision dans la construction, on peut parler de plein d'autres choses. Mais donc, ça aussi, ça vient nous frapper parce qu'on se dit encore en 2022. Mais notons aussi qu'aux États-Unis, je pense qu'ils ont eu comme, je ne sais plus combien, de 600 fusillades là, cette année. Il y en a 2 par jour. Genre. Si on regarde juste la question de la visibilité, on a regardé, même ici, là, ça dérange la visibilité. Ouais. Si on parle de la visibilité des drag queens, au Québec, qui, d'un côté, deviennent de plus en plus populaires dans la lignée des succès des émissions comme Drag Race, la version canadienne, le fait qu'on a eu des candidates locales comme Rita Baga, qui est devenue maintenant une vedette québécoise de la télé. C'est une méga star internationale même, oui. Et, mais ça ne se limite pas à Rita Baga. Là, il y a Barbada. Il y a Barbada, même Umagada et... Oh my God. Et puis Gisèle Delebert qui a gagné. Exactement, Là, mais les deux Gada qui sont devenus porte-parole de la SAQ cet été. Là. Donc, visiblement, même dans la sphère publique au Québec, à l'extérieur même de la communauté LGBT, les drags sont devenus populaires. Mais au point où ça semble déranger parce que dans certains esprits, ça reste encore quelque chose associé au nightlife, à un milieu underground. Quand Barbada décide de faire des lectures de contes, ça semble déranger des gens. On l'a vu avec ce qui s'est passé dans l'ouest de la ville, à Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent, je me rappelle. Exactement. Ouais, alors c'était un peu le ressac des choses. C'est dommage, mais c'est ça qui arrive aussi. C'est intéressant parce que j'avais oublié ce phénomène-là qui était arrivé, justement. Est-ce qu'on peut parler aussi de ce... On change de sujet, on va dans le médical, la variole simienne. Ça aussi, ça nous a frappé de plein front oui, puis on pourrait dire, au début, on disait, ah non, pas une autre épidémie qui touche plus spécifiquement les hommes gays, bisexuels, ayant des relations sexuelles. Heureusement, je dirais, la direction de la santé publique a travaillé très fort pour ne pas jouer sur l'aspect uniquement que c'était une communauté à risque, mais plus une communauté qu'on devait protéger. Donc, très rapidement, je dirais qu'on a été même l'endroit où ça s'est fait le plus rapidement et en premier. Il y a eu une vaccination qui a débuté dès la fin du mois de mai, début du mois de juin, alors que dans certains endroits ailleurs dans le monde, dont à Paris, là, je pense qu'ils ont commencé au mois d'août la vaccination. Puis c'est sous contrôle maintenant. On n'en entend presque plus parler. L'idée, c'est que c'est devenu... il n'y a plus de nouveaux cas. Donc, visiblement, ça a été contrôlé. Mais ça montre que ça peut toujours revenir. Ah oui. Donc, l'importance pour ceux qui ont déjà eu un vaccin de se faire vacciner une seconde fois parce que le vaccin fonctionne à long terme uniquement après 2 doses.
Tout à fait. Je vais aller en région, Saguenay. On a eu un attentat transphobe, en fait, c'était de l'intimidation transphobe, qui a même mobilisé une population. Il y a un mauvais côté de la chose parce que c'est une jeune personne trans qui a subi, mais en même temps, il y a toute une société qui s'est mobilisée, toute une région. Je parle du cas de Chloé Guillemette. C'est quelque chose que vous avez couvert beaucoup, ça, à Fugue? On l'a couvert, mais on n'a pas fait plusieurs articles, Non, là, mais on l'a fait une fois. Je dirais que il faut comprendre que, comme on disait, comme je disais plus tôt, la visibilité et la visibilité trans, elle est plus grande maintenant et ça dérange, pas uniquement dans la population, même au sein de la communauté LGBT. Oui. Il faut faire beaucoup d'éducation, leur rappeler que il y a 20 ans ou 25 ans, être ouvertement gay, c'était pas évident. Et même chose maintenant pour les personnes transgenres qui veulent vivre ouvertement leur réalité. Il nous reste une couple de minutes, mais j'aimerais qu'on... Ouais. J'avais plusieurs autres sujets qui me venaient en tête. Le mariage gay qui est rendu maintenant légal en Inde, à Cuba, c'est quelque chose d'important, ça? Oui, mais ce qui est intéressant à Cuba, c'est l'approche qu'ils ont prise. D'une part, le gouvernement était clairement ouvert à l'idée d'intégrer ça non seulement comme une loi, mais dans la constitution cubaine. Et ils s'y sont pris il y a environ 1 an et demi en faisant un sondage auprès de la population et ils ont vu que ça ne passait pas à ce moment-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des comités de consultation avec la population pour voir qu'est-ce qui dérangeait à chacun des niveaux de la nouvelle proposition. Ça a dû fonctionner parce que lors du plus récent référendum, la question du mariage entre personnes de même sexe est passée avec plus de 69 %. Wow, c'est bon. Ouais. Yves, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais quand même qu'on parle du magazine Fugue. C'est une institution maintenant dans nos communautés. Ouais. Je sais que ça a été dur avec la pandémie. Comment ça va là maintenant? Ben, ça va bien. Tu sais, c'est rendu un cliché, mais comme beaucoup d'organisations, il a fallu se réinventer pendant la pandémie, là. Ouais. Il y a 2 ans, en toute clarté, je dirais que le magazine aurait pu fermer. Dans la mesure où il y a un des actionnaires, qui était l'actionnaire principal, a décidé de se retirer. Et lui, pour lui, on allait arrêter. Ouais. Et, il a fallu qu'on s'entende ensemble. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on va réévaluer toutes les manières de réduire nos coûts. Et là, maintenant, on se retrouve dans une situation où on a plus réduit nos coûts que les ventes ont diminué. Donc, on se retrouve dans une meilleure situation. Ben, on est content d'entendre ça. Alors, c'était Yves Lafontaine, rédacteur en chef du magazine Fugue, qui présente d'ailleurs sa propre revue de l'année, édition double, décembre-janvier, dans plusieurs présentoirs à Montréal et un peu ailleurs au Québec. Merci Yves d'avoir été là. Un plaisir. On s'en va en musique de Noël, Le Sentier de neige, revu par Safia Nolin. Sentier de neige courant la vallée et dans son cortège les sapins gelés. J'ai resté bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais donné. Les flocons de neige couvraient tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux. Je t'ai dit, je t'aimais dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège nos amours jaloux. Je t'ai dit, je t'aimais
dans la paix des bois. Un nage, un poème fondait sous nos pas. Ce sentier de nage si pur et si doux, depuis protège nos amours jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois. Un nage, un poème fondait sous nos pas. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Voici ce que le site web du cirque Flip Fabrique dit de son spectacle Muse. Qu'est-ce que ça signifie d'être une femme? Muse aborde la question façon cirque. La réponse est loin d'être singulière et son exploration sera acrobatique. La distribution électrique du spectacle se verra présenter le choix entre un uniforme de football ou de ballet. Rares seront ceux ou celles qui pourront s'identifier à l'un ou l'autre de ces archétypes. J'en dis pas plus que ça. Je vais vous présenter notre prochaine invité. On reçoit donc la personne qui assure la co-mise en scène du spectacle. Il s'agit de Maxime Robin. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup. Maxime, on pose la question à chaque personne qui vient ici. On utilise quels pronoms et quels accords avec toi? Le « il ». Le « il ». Oui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en plus d'être co-metteur en scène du spectacle Muse de Flip Fabrique, qui est présenté mondialement là, depuis le 13 mai 2022, vous êtes aussi réalisateur du court-métrage La main gauche, sélectionné au programme Talent tout court Cannes de Téléfilm Canada. Et prochainement, en mars, parce que j'ai même des billets pour y aller, on vous verra sur scène dans une adaptation théâtrale de Ne suis jamais de larmes sans gants. Ouais. C'est un touchant roman de Jonah Gardel qui sera donc présenté au Théâtre du Trident à Québec. Wow! Oui. C'est tout un CV à présenter à notre émission. Ben, je serais content de pouvoir jaser avec toi. J'aime bien tutoyer les gens ici. Revenons donc à Muse, dont vous signez la co-mise en scène avec Sophie Thibault. Exact. À ne pas confondre avec la chef d'antenne de TVA. Oui. Ça parle de quoi, Muse? Muse, c'est une exploration du genre à travers le cirque. Ok. Donc, on avait comme mission, Bruno, j'ai juste Bruno Marchand en tête, c'est pas ça son nom. Bruno, le directeur artistique de, je pense à notre maire à Québec. Oui. Bruno, le directeur artistique de Flip Fabrique, nous a approché, moi et Sophie, pour créer un spectacle qui s'inspirerait de cette idée de genre, qu'elle allait sortir un petit peu des sentiers battus, qu'elle allait revoir comment on considère les rôles généralement associés aux hommes et aux femmes dans les spectacles de cirque. Donc, on avait une distribution qui était déjà créée avec plus de femmes que d'hommes, ce qui est assez rare, ce que j'ai compris en cirque. Oui. Et puis, on est parti des acrobates avec qui on travaillait. On est parti de leur individualité pour se poser des questions par rapport au genre. Ah. Puis, ça a donné Muse, le spectacle qui est sorti en mai dernier. J'avoue, j'ai vu la promo. Je n'ai pas encore vu le spectacle qui joue au Diamant. Au Diamant, Oui. exactement, c'est Alors, j'ai vu la promo. Alors, on voit des joueurs de football. On présume que ce sont tous des hommes. Tout à coup, oups, il y en a un qui porte des talons hauts. C'est un peu une ballerine avec des épaulettes. En fait, c'est à peu près de tout. On joue avec les codes. On essaie de jouer avec les codes. Parce qu'en fait, ce qu'on a compris, nous, c'est notre première expérience, à moi et Sophie, comme au cirque et comme metteur en scène. Et puis, on a réalisé que c'était très genré, souvent, là, ce qu'on voyait. En fait, jusqu'à récemment, ça commence à changer là, beaucoup. Mais dans les récentes années, c'était très, très genré. Les garçons portent, les femmes voltigent. Tout à fait. Puis on s'est dit, c'est ce que Bruno voulait. En fait, Bruno voulait qu'on aille ailleurs, que ce soit les gars qui soient beaucoup plus gracieux, puis les filles qui soient fortes dans notre spectacle. Alors, on a décidé un peu d'inverser les rôles puis de jouer avec ces codes-là. Et ça marche? C'est à vous de me le dire. Mais non, parce que là, j'essaie de penser. Évidemment, je pense à un spectacle du Cirque du Soleil que j'ai vu. Le nom m'échappe, c'est bête, là. Mais c'est un spectacle assez sensuel qui jouait à Las Vegas. OK. Est-ce que c'est Les Humanités, merci. Les Humanités.
Et je me rappelle d'avoir des numéros très, très sensuels Ouais. entre hommes, Ouais. entre femmes, mais je pense que j'ai jamais vu une femme porter un homme en acrobatie, puis c'est parce qu'il y a une question de poids, je sais pas. Là. Oui, ben c'est ça, mais ça, c'est parce que c'est beaucoup des préconceptions associées au physique, tout ça. Puis on s'est dit, on va aller voir. Tu sais, les circassiens, les acrobates sont habitués de faire des choses qui dépassent l'entendement, Ouais. de faire des choses qui surprennent, qui étonnent, qu'on croit pas capables physiquement. Ben, on a décidé de faire la même chose. Donc, tout simplement, j'ai Frédéric là, qui est toute menue, Ah puis oui. dans le spectacle, qui porte Cédric, qui est beaucoup plus bâti qu'elle, mais elle le porte parce qu'elle est forte. Elle est capable de le faire. Ouais, tout à Alors fait. souvent, c'est une conception qu'on a qu'une personne forte doit nécessairement être baraquée. C'est ça, tout à fait. Donc, on va en apprendre des bonnes. Ah oui, ben, ce sont des athlètes, hein, ils travaillent très Oui, fort et tout à ils sont fait. des corps vraiment impressionnants. Alors, Tout à fait. ils s'en servent. Alors, là, c'est l'autre question que je me pose. Alors, pourquoi faire... Là, vous répondez un peu à la question, mais revenons à ça. Oui. Pourquoi faire un numéro de cirque au lieu d'un spectacle plus traditionnel sur la question? Ben, de ce que j'ai compris, Flip Fabric est une compagnie qui travaille depuis plusieurs années, qui est basée à Québec, mais qui a fait le tour du monde à maintes reprises avec différents spectacles. Puis ils voulaient faire quelque chose de différent pour ce spectacle-ci. Puis c'est un spectacle aussi qui a été créé pendant la pandémie. Donc on avait beaucoup plus de temps. On avait beaucoup plus de liberté. On pouvait explorer, on pouvait aller plus loin, essayer des nouvelles choses. Puis c'était l'objectif, c'était de sortir un peu des sentiers battus, là, d'aller ailleurs. Puis Flip est une compagnie qui s'adresse beaucoup aux familles. Puis nous, on trouvait ça intéressant de parler de ça aux enfants, aux adolescents, aux jeunes personnes aussi. Donc, c'est intéressant. On parle quand même de numéros de cirque. Ouais. On n'est pas dans Humanité, qui était quand même un cirque très sensuel. Oui, non. On est vraiment dans un numéro familial. Oui, Ça, tout c'est à fait. intéressant. C'est un spectacle qui est familial, qui s'adresse à tout le monde, mais qui traite de questions de genre, vraiment. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré des citations de personnalités qu'on trouve importantes, comme il y a une citation de Elliot Page, il y en a de Olivia Wilde, il y en a de Nathalie Portman, de Rebecca Doraspe au Québec. Des gens qui ont une pensée féministe ou une pensée progressiste sur le genre, dont on était curieux de savoir ce qu'ils avaient à dire. Puis en intégrant ces citations-là, après, les gens regardent le numéro qui suit en ayant comme une orientation du regard. C'est ce qu'on voulait. Puis, ils peuvent voir le numéro suivant, l'acrobatie, comme une interprétation de la citation. Puis les enfants, eux, ils verront pas ça. Ils vont juste voir le plaisir, ils vont voir le bonheur que les acrobates ont sur scène là, à faire leur numéro, finalement. Puis on va briser le code où ça doit toujours être un homme costaud qui fait rouler une femme Exactement. menue sur sa tête. Là, Tout à fait. Non, mais sérieux, c'est vraiment intéressant. Moi, je n'ai pas vu le show encore. Je pense que je vais... Mais vous viendrez. c'est clair que je vais aller voir ça. Je suis à Québec dans pas longtemps. Bon, passer parfait. Noël dans ma famille, ça fait que j'irai voir ça. OK. Muse a commencé... En fait, juste une petite question. Comment les artistes circassiens qui jouent dans ce... Ouais. Comment se sentent-ils? Comment se sentent-elles? Parce que je suis certain que ce pas toutes des personnes qui font partie de nos communautés du LGBTQIA+. Non, effectivement, mais j'ai l'impression... En tout cas, on a eu une discussion après la représentation de Diamant l'autre jour, puis ce qu'Evelyne, une des acrobates, disait, qui m'a beaucoup touché, c'est que même si elle, je crois pas qu'elle s'identifie comme queer ou comme membre c'est une fille cis là, qui sort avec un garçon, là, je ne vais pas parler pour elle, mais ce qu'elle disait, c'est que quand même, elle avait le sentiment de porter un message qui était important, puis qui lui permettait de toujours retourner sur scène parce qu'il joue beaucoup. Hein. Ouais. Les artistes de cirque, plus que moi, je fais du théâtre, là, les circassiens, ils en font 2 par jour, souvent. Ah ouais. Puis elle dit, ça me permet de renouveler mon énergie à chaque fois parce que je sais que je vais porter parole, je vais dire quelque chose sur scène. Ah, ça, c'est beau d'entendre. Ouais. Ouais, c'est beau d'entendre ça. Donc, si je comprends bien, Muse a commencé aussi à faire le tour du monde, non? C'est pas... Oui, la c'était première là- a eu lieu à Bogota, en Colombie, Oui. juste au moment où on venait de légaliser l'avortement. Wow. Alors, c'était très, très excitant d'être là. Et puis, après ça, on est en Écosse pendant presque un mois. Là, il y a eu Québec, Montréal, et puis la Californie cet hiver et l'Europe l'automne prochain. Mais on m'a dit qu'à Bogota, il y avait quelque chose qui s'est passé. Oui, à Bogota, ce qui est arrivé, c'est que, bon, on a fait le spectacle, c'est la première, alors c'est frénétique, il y a beaucoup de choses Oui, qui se oui, passent, bon, il y a plein de gens, tout ça. Et puis, la délégation du Québec était là, puis il y avait beaucoup à vendre des billets, donc c'était beaucoup le gratin là, qui venait au spectacle. La salle n'était pas pleine, mais c'était des invités de marque, puis tout ça. Puis ils ont eu la géniale idée, le théâtre et le Teatro Colonne a eu la très bonne idée d'inviter pour la dernière, le dimanche soir, une communauté de travailleuses du sexe transgenre. Non. Ouais. Et puis, j'ai des frissons quand j'en parle. Et puis, la directrice artistique du théâtre est venue nous voir après, puis elle a dit elles ont été bouleversées. Parce que pour la première fois, elles se voyaient représentées sur scène. Moi, je me suis mis à pleurer, puis on s'est dit, ça a servi à quelque chose. C'est important de parler de nos réalités
dans l'art comme on le fait présent, comme vous le faites au Je cirque? pense que oui, c'est important de parler de toutes les réalités, ce qui fait qu'on arrête d'avoir toujours le même discours, qu'on a un discours qui est pluriel, puis qu'on voit qu'il y a différentes choses. Puis si les jeunes peuvent avoir accès à ça, ils vont réaliser que leur propre identité peut être multiple. Puis c'est eux qui décident laquelle ils veulent prendre. Ça m'a tenté de faire une petite bifurcation. D'abord, je veux savoir, vous allez jouer, ça va jouer encore à Québec, puis je pense que vous partez en tournée aussi au Québec. Là? Oui, il y a d'autres dates au Québec, mais je ne les connais pas. Oui, Surtout les États-Unis. je pense que Ouais. j'ai vu que la TOU, je pense, vous présentait, si je me trompe. La TOU est déjà présentée. Ah, déjà présenté. C'est ça. OK. On peut-tu parler juste rapidement de cette pièce de théâtre Oui. qui m'intéresse, donc Ne suivi jamais de larmes sanglantes. Oui. Des papillons dans le ventre, là? Oui, tout à fait. Moi, c'était un immense bonheur de faire partie de cette production-là. Je suis content qu'elle soit montée, je suis content d'y participer, je suis content que les gens la voient. C'est un privilège extraordinaire. Et là, tu vas être là comme comédien, là, pas Ouais. comme metteur en scène. Non. Hein? Quel rôle déjà? Je vais jouer Paul. Ah, wow. Paul la mère poule qui invite tout le monde chez lui pour Noël. Ah oui, Oui. Ah, oui, je peux le voir là-dedans. C'est vraiment tout un plaisir de t'avoir reçu ici pour moi aujourd'hui. aussi. Donc, je répète pour ceux qui s'intéressent, là, il y a plusieurs présentations. C'est toujours encore au Diamant à Québec, plusieurs représentations qui s'en viennent. C'est le spectacle Muse. Les détails, Flip Fabrique en un seul mot, FLIP-FABRIQE.com. Vous allez trouver toutes les informations là. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Et nous, on continue d'ici la pause. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Et puis nous, on va faire une petite pause et on va parler de BD queer. Et après, on va parler de musique. Alors, restez des nôtres. On vous revient dans 2 petites minutes. De retour, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, à Canalem. Dans cette deuxième demi-heure, le libraire Anthony Osoré de la librairie Poirier à Trois-Rivières parle de BD queer. Il viendra comme ça de temps en temps pour nous parler de ce genre littéraire qu'il aime beaucoup, la bande dessinée, et j'avoue que j'aime beaucoup. Et puis, c'est la chronique c'est la chronique arc-en-ciel musicale. Ça, c'est aujourd'hui avec Donald Bilodeau. On va parler un peu de ces papas gays dans la musique. Alors, c'est ça aujourd'hui dans notre deuxième demi-heure. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ils voulaient devenir parents, les deux hommes, et ils se sont battus longtemps pour avoir droit tout simplement, les deux hommes, les deux têtus, les deux amants, à une famille. Alors ils ont adopté un joli poupon. Ils sont enfin devenus papas, les deux hommes,
Et comme tous les papas sérieux, ils se sont creusés malgré eux, les deux hommes, des cernes mauves sous les yeux, à chercher la meilleure façon de s'occuper de leur nourrisson. Il n'aura pas eu de maman, le petit mot, n'aura tété que des biberons, n'aura pas connu ces seins blancs que l'on donne à tant d'autres petits garçons dans ces maisons où ça se querelle pour des raisons conventionnelles. Ils y arrivaient pas trop mal, les deux hommes, les deux amoureux, les deux mâles. Même s'il était clair dans la tête des deux pères qu'ils ne pouvaient pas se permettre les mêmes faiblesses que l'on pardonne à tous les parents de la terre. Il aura grandi calmement, le garçon, jusqu'à 5 ans, jusqu'à l'école, où bien sûr quelques garnements se moqueront en le traitant de fils de folle, et il en gardera des séquelles. Il reniera ses paternels. Ils étaient de braves parents, les deux hommes, mais le monde étant ce qu'il est devenu, l'amour, c'est pas différent pour deux hommes. Souvent l'amour, ça en peut plus. Et ce fut le cas de cet amour-là. Les deux hommes ont baissé les bras. Un tel échec fait toujours mal. On ne veut pas se retrouver monoparental. Mais quand tu te fais appeler pédale et papa, là t'es un homoparental. Pour les langues sales et les jugements, Léon le savait que ça foutrait le camp. Ils feront tout pour consoler leur enfant, leur adolescent partagé, qui tentera bien de ne pas rêver de sa maman, de sa peau tendre et satinée, et de son épaule comme une gouttière pour y déverser ses rivières. Ils seront toujours les parents, les deux hommes, de l'homme que leur fils deviendra. Et même s'ils n'entreront jamais dans les normes, s'ils auront été maladroits, ils n'auront pas perdu le droit d'être des hommes dignes et droits. Ils seront toujours des papas, les deux vieux, et leur garçon s'en souviendra. Quand à son tour il embuera ses beaux yeux, en tenant un poupon dans ses bras. Et c'est à temps qu'il comprendra un petit peu mieux les deux hommes. Et c'est à temps qu'il reviendra avant que ses papas s'endorment. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, on vient d'entendre la chanson Les deux hommes de Linda Lemay et ça fait partie de la chronique musique arc-en-ciel musical. On reçoit Donald Bilodeau. Re-bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Salut Denis Martin, bonjour tout le monde. Ça fait du bien de t'entendre à nouveau. Alors, je le fais, comme tu le sais, c'est la tradition. On utilise les pronoms. Il et le masculin. Parfait. Oui. Alors, pourquoi on a fait jouer cette chanson aujourd'hui? Bon, il faut dire aux gens que tu m'avais donné une mission que je n'ai pas pu Remplir. Ah, c'est une mission impossible. Mission pratiquement impossible. Et on va demander, l'aide du public. Oui. Si jamais il y a des gens qui sont au courant de quelque chose, c'est que tu m'avais demandé de trouver une chanson ou des chansons de Noël qui
parle de la communauté LGBTQ+. C'est sûr qu'il y a des artistes de la communauté. On a entendu Sophia On Nolin a entendu tantôt. Sophia Nolin tantôt. Il y a même Joël Legendre qui avait fait un album en 2014 chez Musicard. Mais évidemment, on y chante Les enfants oubliés, Noël blanc et Le petit reine au nez rouge ou des trucs comme ça. Donc, ça ne parle pas de notre communauté comme telle. Ouais, j'avais toujours ma suggestion, c'est en anglais, Don't We All Are Gay Apparel, mais c'est parce que ça ne veut pas dire la même chose. Oui. Alors, étant donné que cette émission est possible, je me suis dit, bon, le temps des fêtes, c'est le temps de voir nos amis, de voir la famille. Et on le sait qu'avec la pandémie, on a été 2 ans sans voir beaucoup de monde. Alors, l'idée m'est venue de parler plutôt d'homoparentalité et donc de famille. Oui, on va parler de famille, de la diversité. Comment j'ai dit tout à l'heure? Parce que c'est la parentalité queer, ou la parentalité de la diversité. C'est ça. Parce que c'est pas juste des hommes, c'est à peu près de tout. Ouais. Exactement, c'est ça, exactement. Ouais. Là, il se trouve que les 2 chansons qu'on va entendre aujourd'hui, ça parle de papa. Ouais. Je vais essayer de trouver d'autres choses pour la prochaine fois. Tout à fait. Alors, Linda Lemay. Linda Lemay, évidemment, quelle écriture. Hein? Elle écrit des textes qui sont extrêmement longs. Je n'ai jamais su comment elle faisait pour retenir tout ça sur une scène. Là. C'est pas des petites chansons. Alors, Linda Lemay, donc, qui écrit vraiment des textes extraordinaires. Elle est à la fois la parolière et la compositrice de cette chanson-là. Et pour ceux et celles qui se demandent pourquoi on l'a entendu live, c'est que je pense pas que ça existe enregistré en studio. Elle avait fait ça à l'Olympia de Paris. On a fait un one take avec ça et on a fait un album. Ça a été intégré à son album Les Lettres Rouges, qui est paru en 2002. D'accord. Alors, la chanson de Linda, vous l'aurez remarqué, nous parle donc de la vie d'un petit garçon qui a 2 papas, qui grandit dans un environnement rempli d'amour, mais avec tous les préjugés que peut avoir la société à l'égard de cette famille qui est différente des autres. Alors, dans le texte, Linda, il dit ceci. Ils voulaient devenir parents, les 2 hommes. Ils se sont battus longtemps pour avoir droit, tout simplement, les 2 hommes, les 2 têtus, les 2 amants, à une famille. Alors, ils ont adopté un joli poupon. Puis là, elle dit, ils sont enfin devenus papas, les 2 hommes, et comme tous les papas sérieux, ils se sont creusés malgré eux, les 2 hommes, des cernes mauves sous les yeux à chercher la meilleure façon de s'occuper de leur nourrisson. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'après, évidemment, elle rajoute la réalité qui rattrape le petit enfant. Il n'aura pas eu de maman, le petit môme, n'aura tété que des biberons, n'aura pas connu les seins blancs que l'on donne à tant d'autres petits garçons, dans ces maisons où ça se querelle pour des raisons conventionnelles. Ah, wow! Il aura grandi calmement, le garçon, jusqu'à 5 ans, jusqu'à l'école, où bien sûr quelques garnements se moqueront en le traitant de fils de folle, et il en gardera des séquelles, il reniera ses paternels. Ah, ça fait mal d'entendre ça. Et le problème, c'est que je pense que ça existe encore pas mal. Ça existe encore pas mal. Ça, c'est loin d'être un... il reste beaucoup de chemin à faire dans beaucoup de domaines, d'ailleurs. C'est pour ça que cette chanson-là, je la trouve très, très d'un grand réalisme. Mais en même temps, il faut dire bravo à Linda Lemay pour une chanson qui contribue à faire évoluer les choses. Parce que Linda n'est pas une personne queer, à ce que je sache. Pas du tout. Pas que l'on sache. Ouais. Donc, il y a une autre chanson qui s'en vient. Il y a une autre chanson qui s'en vient. Cette chanson-là s'appelle « La fille aux 2 papas ». Elle est du chanteur français Dave. OK. Alors, le chanteur Dave, il est né Wouter Otto Levenbach. C'est à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il est né en 1944. Il est donc de nationalité néerlandaise, mais il a fait l'essentiel de sa carrière en France. Dave est ouvertement gay, il n'y a aucun problème. Son conjoint est, depuis 1972, l'auteur, interprète et photographe français Patrick Loiseau, qui est le parolier de la plupart des chansons de Dave et de plusieurs autres artistes. Mais ce qu'il faut savoir, petite anecdote, c'est que Patrick Loiseau était, avant 1970, le conjoint de l'acteur Anthony Perkins. Oui, le fameux Norman Bates du film Psycho d'Alfred Hitchcock. On savait de ça qu'il était de notre communauté, lui? Moi, je viens d'apprendre ça. Je crois qu'il était considéré bisexuel, Anthony Perkins, parce qu'après avoir été avec Loiseau, il y a eu une femme et des enfants, mais bon. Il y a des personnes bi, ça existe. Ça existe. Oui, ça existe. Oui, puis il faut les reconnaître, puis il faut les apprécier comme tout le monde, là, parce que vivre ça, c'est pas facile. Alors, ça, c'est un autre sujet de discussion. C'est un autre sujet de discussion. Parce que les personnes bi vivent pas toujours ça très facilement. Non, c'est même Jeannette Bertrand disait que c'était le dernier des tabous. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais tu sais.
Allons-y, oui, pour la fille des deux papas. Alors, Des deux papas. Dave, alors pour en revenir à cette chanson-là, elle est très récente puisqu'elle date de 2019. L'essentiel de la carrière de Dave, c'est dans les années 70-80. Mais en 2019, il s'est marié, étant donné que le mariage a finalement pu être accepté en France. Hein? Ça a été un des pays de l'Occident les plus retardataires. Ah oui, hein? Alors, donc, finalement, Dave et Patrick se sont mariés et puis ils ont ensemble écrit cette chanson-là. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Dans le texte, il y a des petits clins d'œil à d'autres artistes, dont Charles Aznavour avec sa fameuse chanson « Comme ils disent ». Oui. Ben, écoute, Donald, avant d'écouter, je voulais te remercier. C'est intéressant de pouvoir parler de parentalité dans nos communautés d'une autre façon, par la musique. Ben oui, Et absolument. puis on vous met au défi, tout le monde. Si vous trouvez un cantique de Noël qui parle de nos réalités, Qui parle de nos réalités. ben, c'est en clair français. même si c'est au mois de janvier, on fera une chronique là-dessus. On fera une chronique là-dessus. Ou pour la Saint-Valentin. Ben, d'accord. Alors, je te souhaite de bonnes fêtes, Donald. Merci Puis nous, à on toi va aussi en musique. et à tous les auditeurs aussi. Chaque jour elle s'éveille à la vie et elle voit tant d'amour autour d'elle qu'elle n'entend pas les voix de la rue qui proteste, qui appelle au combat, les slogans qui soulèvent un étrange débat sur le droit de vivre ou pas pour un enfant hors la loi, comme ils disent. Chaque jour elle avance dans la vie à grands pas et commence la danse des commandes et pourquoi. Elle apprend tous les gestes, elle découvre les mots, les élans de tendresse, tout nouveau et tout beau. Elle sourit, regardez-la, c'est la fille aux deux papas, comme ils disent. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son cœur tout est clair. Et la sainte famille machin, qui va savoir où est le mal, où est le bien, elle en a rien à faire, au contraire, elle a tous ses repères. Chaque jour elle s'éveille à la vie et elle voit deux regards autour d'elle qui surveillent ses pas. L'un essuie une larme quand elle lui tend les bras, l'autre vendrait son âme pour son rire aux éclats. Elle grandit, regardez-la, c'est la fille aux deux papas, comme ils disent. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son cœur tout est clair. Et la sainte famille machin, qui croit savoir où est le mal, où est le bien, elle en a rien à faire, au contraire, elle a tous ses repères. Elle sourit, regardez-la, la fille aux deux papas. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son cœur tout est clair. Et la sainte famille machin, qui croit savoir où est le mal, où est le bien, elle en a rien à faire, au contraire, elle a tous ses repères. La petite fille de papa, la petite fille de papa. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
La bande dessinée est une forme littéraire qui n'est pas que pour le public jeunesse. Et en fait, moi, on se rappelle du slogan 7 à 77 ans. Puis moi, je commencerai à dire peut-être un peu plus parce qu'on vieillit, hein, fait qu'on vit plus longtemps. La BD queer et les thématiques queer dans la BD, ça existe. Ça remonte à quand? Ben, moi, je prétends que ça remonte aux relations pas très claires qui existaient entre Tintin et le Capitaine Haddock, ou encore entre les Dupont, ou encore entre Astérix et Obélix. OK, là, j'arrête de faire des blagues. La thématique queer dans la BD prend sa place de plus en plus. C'est un art, une façon très différente, voire parfois même audacieuse, de raconter une histoire. Alors, qui de mieux pour parler qu'Anthony Ozoraï, qui est libraire à la librairie Poirier de Trois-Rivières. Il adore les bandes dessinées, c'est lui qui me l'a déjà dit. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Anthony. Oui, bonjour Denis Martin, comment ça va? Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas jasé, toi et moi, on a fait des événements littéraires ensemble. Anthony, question que je pose à chaque début d'entrevue, que je vais reposer même si tu reviens à l'émission, quel accord et quel pronom utilises-tu? Moi, mon pronom, c'est il et lui. Parfait. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, pourquoi tu aimes la bande dessinée, Anthony? Écoute, ça remonte depuis ma plus tendre enfance, puis tu remarques à mon accent que je viens plutôt de l'Europe et de la Belgique. Donc, c'est le pays, justement, de la bande dessinée depuis pas mal d'années. Donc, depuis que je suis tout petit, j'ai lu des tonnes de bandes dessinées grâce à mon frère, ma sœur, et puis par mon propre goût personnel aussi. Et de par mes orientations sexuelles, j'ai aussi développé effectivement un intérêt pour la BD LGBTQ+. Est-ce que cet art est bon pour raconter nos histoires LGBTQ+? Ah oui, je pense que c'est vraiment un art parfait. Il y a un tel foisonnement aussi en ce moment de bandes dessinées à thématique queer qui s'adressent tant à un public jeunesse mais également un public adulte. Et ce, depuis, moi je te dirais, à peu près le fin des années 70, début des années 80. On a vraiment vu que c'est sorti de l'underground et que ça s'est vraiment démocratisé, que de plus en plus de public est à même de pouvoir avoir un contact avec ce type de BD. Et aussi que le public queer peut se retrouver dans ces histoires-là. Allons-y avec le premier titre que tu nous proposes aujourd'hui, c'est Corps vivante, qui est écrit et illustré par Julie Delporte, qui s'est paru chez Papa. Oui, exactement. Julie Delporte, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une grande autrice et illustratrice d'origine française, mais qui habite à Montréal depuis 2005. C'est une féministe engagée, elle était libraire aussi, elle avait animé une émission de radio spécialement sur la BD, sur la radio de l'UQAM en son temps. Et donc là, elle nous livre donc un roman graphique très personnel, très intime, qui s'appelle donc Corps vivante. Déjà, le titre est assez succulent selon moi. Et on pense forcément à une mort vivante, mais c'est peut-être plutôt un roman graphique sur la Renaissance, parce qu'elle s'est découverte sur le tard comme lesbienne. Donc elle dit elle-même qu'elle a décidé à 35 ans de devenir lesbienne. Donc déjà, c'est un propos qui est quand même assez audacieux dans le sens où on ne le devient pas, c'est qu'on l'est, on se découvre, on vit son lesbianisme. Mais donc elle a véritablement eu tout un cheminement qu'elle explique donc justement dans ce livre-là. Donc c'était à la base un texte qu'elle a décidé d'illustrer par la suite avec des très beaux tons de couleurs comme ça, des crayons de couleurs. C'est à la fois figuratif, à la fois semi-abstrait des fois. Il y a beaucoup de symbolique de la fleur aussi dedans. Donc on pense peut-être à Georgia O'Keeffe pour essayer de donner une petite idée de ce qu'on retrouve dans ce livre. Mais donc elle le dit elle-même, donc je cite un de ses extraits à la page 156. Elle dit « Mon histoire de lesbienne tardive résume bien ce que je suis. Je n'étais qu'adaptation aux autres, au monde hétérosexuel, au monde sexuel. » Donc c'est ça, on est vraiment plongé dans une réflexion intime de sa sexualité. On parle de ses traumatismes, de son rapport au corps. C'est un peu aussi une critique du culte de la performance sexuelle dans une société hétéronormée. Alors elle a vraiment, elle s'est demandé, est-ce qu'on a le choix de l'hétérosexualité? On s'est imposé beaucoup ce modèle-là à partir des années 80. Et donc elle revendique plus une fluidité du rythme du désir finalement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai lu, ce livre aussi, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a un peu cette histoire de coming out. Hein, on a déjà dit que la thématique du coming out était ringarde, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'on découvre, moi, le coming out des lesbiennes, je ne le connaissais pas, et ça m'a vraiment touché, moi, de lire ça. Et en fait, je me suis reconnu là-dedans aussi, même si, de toute évidence, je suis un homme cisgenre, là, et puis voilà, mais j'ai reconnu certaines choses là-dedans. Je sais pas pour toi, est-ce que ça t'a touché de cette façon-là, toi? Oui, ça m'a beaucoup touché parce que c'est un peu, s'avouer qui on est sur le tard.
mais finalement l'assumer, puis avec certains questionnements, puis cette idée de fluidité, qu'on n'est peut-être pas forcément coulé dans un seul moule, on a le droit peut-être à se chercher finalement. Et je ferai un parallèle avec une autre bande dessinée qui est sortie un petit peu plus tôt, je pense il y a 1 an ou 2, qui s'appelle justement Coming In de Elodie Fonte, et qui est selon moi aussi un petit peu ce que représente ce livre, plus qu'un coming out, c'est un peu ce coming in, c'est le fait de s'accepter soi-même tel qu'on est au départ avant de pouvoir l'annoncer aux autres. Donc il y a cette idée-là aussi à mon avis qu'on peut faire un parallèle avec coming in et coming out. Alors, c'était donc Corps vivante de Julie Delporte chez Papard. L'autre titre s'intitule La fin du commencement de Fady Malek et Anne Villeneuve aux éditions Nouvelle Adresse. Ben là, j'avoue, je n'ai pas reçu ce livre-là, je ne l'ai pas lu encore. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, commençons par les artistes qui ont écrit et illustré ce livre. Oui, donc Anne Villeneuve, c'est vraiment une personnalité très connue dans le monde de l'illustration jeunesse. Écoute, elle roule depuis facilement la fin des années 90. Elle a même reçu un prix du gouverneur général dans les années 2000. En bande dessinée, c'est sa deuxième incursion dans cet univers du 9e art. Elle avait publié en 2017 Une longue canicule, mais cette fois-ci, en fait, elle a décidé d'écrire un roman basé sur la vie de Fady Malek, qu'elle a rencontré un peu par hasard dans un café. Il lui avait fait un compliment sur ce qu'elle dessinait, et puis elle a commencé à découvrir ce personnage-là. Donc d'origine libanaise, actuellement il a une 50aine d'années, mais cette BD raconte en fait son arrivée à Montréal à la fin des années 90, donc il a une 30aine d'années, et il a en fait fui le Liban, donc il était né donc, dans les années 70, parce que c'était un milieu très conservateur dans lequel il ne pouvait pas vivre son homosexualité, et donc il s'était découvert en fait comme homosexuel par des regards qu'il avait lancés à certains garçons qu'il voyait dans la rue. Et il s'est dit, OK, je sens que je suis comme différent des autres, mais il ne pouvait absolument pas l'annoncer à sa famille qui est assez, voilà, qui est quand même aimante, mais qui avait quand même des mœurs ou des espérances très conservatrices pour lui. Donc c'était plus, il le voyait comme, voilà, épouser une femme, puis travailler comme médecin, alors que lui, ça ne lui correspondait pas totalement, et absolument pas du tout, en fait. Et il se rend compte qu'il étouffe finalement dans cet environnement-là. Puis il parle aussi de ses souvenirs donc de la guerre au Liban. Donc il y a vraiment comme un double emprisonnement qu'il vivait dans ce pays-là. Et donc il a décidé de tout quitter et de partir donc à Montréal à la fin des années 90 pour vivre tel qu'il est. Donc c'est vraiment aussi une bande dessinée qui est plus dans la renaissance, dans la découverte de soi. Et le titre, si tu veux, je peux te donner un peu l'explication de la fin du commencement. C'est en fait tiré d'un discours de Winston Churchill qui disait donc au moment de la guerre, donc en 1942, qui dit ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Donc c'est vraiment ça que Fady Malek vivait, c'est qu'il s'est dit en arrivant à Montréal, il allait tout doucement commencer à clore un chapitre dans lequel il étouffait et arriver donc à s'émanciper, à s'épanouir dans son homosexualité. C'est intéressant, nous n'avons pas beaucoup de ces récits de personnes issus de l'immigration qui arrivent ici, qui vivent parfois des enfers dans leur pays d'origine et qui doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Parce que, quelque part, oui, c'est bien le fun de venir au Canada, venir au Québec, mais il faut s'adapter. C'est pas toujours très, très simple non plus, hein? Non, et justement, c'est très illustré aussi de façon humoristique. Donc, il n'y a pas que des moments ou des souvenirs tragiques qui sont relatés dans cette bande dessinée. Il y a également des choses plus humoristiques comme son premier hiver, la rencontre avec les Québécois, son adaptation, un petit peu ses premiers jobs aussi. Donc c'est à la fois c'est doux, amer, mais c'est vraiment aussi très, très agréable à lire. Et puis au niveau du style graphique, pour essayer un petit peu de permettre aux gens de visualiser. Oui, j'allais justement te demander de quoi a l'air le livre, parce que je ne l'ai pas vu, alors je suis curieux là. Donc là, on est plus dans une BD, un format, je veux dire, une représentation classique, mais le dessin d'Anne Villeneuve, donc c'est un dessin noir et blanc à la plume. Je te dirais, ça ressemble un petit peu à du Sampé ou à Quentin Blake qui illustrait les romans jeunesse de Roald Dahl. Et si tu veux chercher des équivalents au Québec, il y a Philippe Béat et Marie-Louise Gay qui ont des styles qui se rapprochent pas mal de celui de Anne Villeneuve. D'accord. Et ce livre, donc, a été publié récemment. On peut toujours le trouver dans toutes les bonnes librairies. J'imagine que la librairie Poirier à Trois-Rivières. En fait, c'est le fun parce qu'on fait l'émission à partir de Montréal. Puis là, de plus en plus, on trouve des gens dans les régions. Ça fait un peu pédant, mais c'est le fun d'avoir des gens d'ailleurs qui nous aident donc à faire cette émission.
Anthony Ozoraï, on va aussi, je vais l'annoncer, on va aussi te voir lors du Salon du livre de Fierté littéraire qui a lieu les 4 et 5 février 2023. Alors, on va parler justement de bande dessinée, je crois bien. Hein? Oui, absolument. Oui, justement, je suis occupé à chercher mes invités pour cette table ronde. Mais ça se peut qu'on aura peut-être les BDistes dont je viens de parler qui seront peut-être à cette table. Voilà. Ah, j'aimerais bien voir ça. Merci beaucoup à toi, Anthony, d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, je répète donc, Anthony Ozoraï, qui est libraire à la librairie Poirier de Trois-Rivières. Un grand merci. Puis passez de bonnes fêtes. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Oui, ne vous gênez pas pour nous écrire, faire des commentaires ou pour nous proposer des sujets pour notre émission. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 19 décembre 2022. La semaine prochaine et la semaine suivante, nous avons préparé 2 émissions spéciales. Le 26 décembre, on va parler de la solitude chez les personnes 2 LGBTQIA+. Et le 2 janvier, 2 artistes queer, Gabrielle Bouliane-Tremblay et Luc Arsenault, se confient à nous. Puis nous, on revient en direct le 9 janvier. Merci de votre fidélité depuis le début de cette nouvelle émission en septembre. Passez un joyeux temps des fêtes.